Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Il existe un domaine des mathématiques, appelé combinatoire, où l'on cherche essentiellement à déterminer le nombre d'éléments de certains ensembles finis. Si vous vous y êtes déjà frotté, alors vous avez certainement vu passer des questions dans le genre suivant. Combien de mots de n lettres peut-on former avec un alphabet de Q symboles? Combien de diagonales un polygone à n sommets possède-t-il? En combien de régions un plan est-il partagé lorsqu'on y trace n droites en position générale? Ou encore, de combien de manières un produit de n facteurs peut-il être parenthésé? Des problèmes combinatoires comme cela, il en existe une collection interminable. Si le nombre de solutions est assez petit, on peut même les énumérer. Mais lorsque ce nombre augmente, l'énumération exhaustive devient difficile, voire tout bonnement impossible. Par exemple, si l'on note Qn, le nombre de manières de parenthéser un produit de n facteurs, alors Q30 est supérieur à 10 puissance 15. Donc même en écrivant un parenthésage toutes les secondes, il vous faudrait plus de 31 millions d'années pour les écrire tous. On peut cependant montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Qn est donné par la formule suivante, 1 sur n que multiplie n-1 parmi 2n-2, ou si vous préférez, factoriel de 2n-2, divisé par le produit des factoriels de n-1 et de n. C'est ce qu'on appelle dénombrer, mais sans énumérer. Et c'est exactement ce que nous allons faire pour les questions suivantes. Première question, on se donne un ensemble E de cardinal n. Combien cet ensemble possède-t-il de parties? Ou de sous-ensembles, c'est la même chose. Question 2, on se donne cette fois deux ensembles finis, x et y. Quel est le nombre total d'applications de x vers y? On rappelle qu'une application est une correspondance pour laquelle chaque élément de l'ensemble de départ possède une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Question 3, on demande cette fois le nombre d'injections de x vers y. On rappelle qu'une injection est une application pour laquelle chaque élément de l'ensemble d'arrivée possède au maximum un antécédent. Enfin, question 4, combien existe-t-il d'applications strictement croissantes de l'ensemble des entiers de 1 à q vers l'ensemble des entiers de 1 à n? Ces quatre questions sont très classiques. Elles sont aussi fondamentales, car de nombreuses situations s'y ramènent, ou au moins reposent en partie sur l'une d'entre elles. Le but du jeu est maintenant d'établir de manière rigoureuse les formules générales qui répondent à ces questions. Avant de démarrer, je vous signale que vous trouverez dans une autre vidéo des explications sans doute plus intuitives, quoique moins rigoureuses, pour les questions 2 et 3, ainsi qu'un calcul du nombre de surjections entre deux ensembles finis. D'ailleurs, vous souhaiterez peut-être visionner cette autre vidéo en premier, afin d'aborder ces questions de manière plus visuelle. C'est à vous de décider. Commençons avec la question 1. On considère un ensemble E de cardinal n. On note classiquement P de E, l'ensemble de ses parties. Si E est un singleton, ce qui signifie que E possède un seul élément, alors E possède deux parties, à savoir le vide et E lui-même. Si E possède deux éléments, on dit que E est une paire, alors E possède quatre parties, le vide, les deux singletons et E lui-même. Pour un ensemble E possédant trois éléments, on trouve 8 parties, le vide, les trois singletons, les trois paires et E. Et au fait, si E est vide, alors E possède une seule partie bien sûr, à savoir le vide. Si l'on résume ces quelques observations dans un petit tableau, en indiquant le nombre de parties en fonction du cardinal, on est naturellement conduit à penser que d'une manière générale, le nombre de parties d'un ensemble de cardinal n serait 2 puissance n. Et nous allons prouver ceci en procédant par récurrence. Comme l'initialisation est largement faite, on peut directement passer à l'hérédité. Supposons donc établi que, pour un certain entier naturel n, le nombre de parties d'un ensemble à n éléments soit égal à 2 puissance n. Considérons alors un ensemble E de cardinal n plus 1, et notons x, un élément particulier de E. On peut distinguer deux catégories de parties de E. D'une part, l'ensemble, noté C indice x, de celles qui contiennent x. Et d'autre part, sont complémentaires dans l'ensemble des parties de E, c'est-à-dire l'ensemble des parties de E qui ne contiennent pas petit x, qui est aussi l'ensemble des parties de E privé de x. Pour cette illustration, on a considéré l'ensemble E des entiers de 1 à 4, et on a choisi x égale 4. On voit bien d'un côté l'ensemble C indice 4 des parties contenant 4,
et de l'autre sont complémentaires. Mais revenons au cas général. Comme E privé de x est de cardinal n, l'hypothèse de récurrence nous dit que cet ensemble possède 2 puissance n parties. Par ailleurs, il existe une bijection naturelle entre C indice x et son complémentaire. Il s'agit de l'application alpha, qui, à toute partie grand A contenant x, fait correspondre A privé du singleton x. En effet, si l'on considère l'application bêta, qui chemine dans l'autre sens, et qui a une partie grand B ne contenant pas x, associe B union le singleton x, alors il est facile de voir que bêta rond alpha est égal à l'identité de C indice x, et que alpha rond bêta est égal à l'identité du complémentaire. Ce qui signifie simplement qu'en enlevant x à une partie qui le contient, puis en le rajoutant ensuite, on ne change évidemment rien. Et pareil dans l'autre sens, ajouter x à une partie qui ne le contient pas, pour retirer ensuite cet élément, ne change rien. Ainsi, alpha est une bijection, dont la bijection réciproque est d'ailleurs bêta. Et comme une bijection préserve le cardinal, alors le cardinal de C indice x est également 2 puissance n. Finalement, l'ensemble des parties de E peut être vu comme l'union disjointe de deux sous-ensembles de même cardinal de puissance n. Il en résulte que le cardinal de P de E est 2 puissance n plus 2 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n plus 1. Nous avons démontré par récurrence le résultat annoncé. Passons à la question numéro 2. Fixons, une fois pour toutes, un ensemble Y fini, non vide, et notons petit n son cardinal. Nous allons montrer que pour tout entier Q supérieur ou égal à 1, si grand X est un ensemble de cardinal Q, alors il existe n puissance Q applications de X vers Y. Pour cette raison d'ailleurs, l'ensemble des applications de X vers Y est noté classiquement Y puissance X. On procède par récurrence sur le cardinal de l'ensemble de départ. Si Q égale 1, il est évident qu'il existe n applications du singleton X vers Y, ce qui initialise la récurrence. Supposons maintenant le résultat établi lorsque l'ensemble de départ est de cardinal Q pour un certain Q supérieur ou égal à 1, et donnons-nous un ensemble grand X de cardinal Q plus 1. Notons alpha, un élément particulier de grand X. À chaque application de X vers Y, on peut associer sa restriction à X privé de alpha. Ceci définit une application grand phi de Y puissance X vers Y puissance X privé de alpha. On observe que toute application de X privé de alpha vers Y peut être prolongée de n façons en une application de X vers Y. Il suffit simplement de décider quelle sera l'image attribuée à alpha. Autrement dit, l'application grand phi possède une particularité intéressante. Chaque élément de l'ensemble d'arrivée possède le même nombre d'antécédents, à savoir petit n. Dans ces conditions, on peut appliquer le lemme des bergers, qui dit que le cardinal de l'ensemble de départ de phi est égal au produit par n du cardinal de son ensemble d'arrivée. On voit ainsi que le cardinal de y puissance x est égal à n multiplié par n puissance q, c'est-à-dire n puissance q plus 1, ce qui termine la preuve. Afin de rendre l'exposé plus complet, je vais insérer vite fait une preuve du lemme des bergers. Imaginons une application grand phi de A vers B où A et B sont des ensembles finis. Et supposons que chaque élément de B possède le même nombre d'antécédents, qu'on note petit n. On peut munir grand A d'une relation d'équivalence en décrétant que deux éléments sont équivalents lorsqu'ils ont la même image par phi. L'hypothèse dit alors que toutes les classes d'équivalence ont le même cardinal petit n. Et comme A est l'union disjointe des classes, on voit que son cardinal est le produit de n par le nombre de classes, c'est-à-dire par le cardinal de B. Passons maintenant à la question 3. L'ensemble des injections de x vers y sera noté comme ceci. On note toujours q et n, les cardinaux respectifs de x et y. Bien sûr, il n'existe aucune injection de x vers y si q est strictement plus grand que n, car on ne peut pas attribuer des images toutes distinctes aux éléments de x s'il existe moins d'éléments dans y que dans x. Il est donc suffisant de se limiter au cas où q est compris au sens large entre 1 et n. Et nous allons montrer que dans ce cas, il existe factoriel n sur la factorielle de n moins q, injection de x vers y. Là encore, on va procéder par récurrence sur q, l'ensemble y étant fixé au préalable. Si q égale 1, chacune des n applications du singleton x vers y est évidemment injective, ce qui est conforme à la formule visée, puisque le quotient de la factorielle de n par celle de n moins 1 est bien égal à n. La récurrence est initialisée. Pour l'hérédité, on suppose le résultat établi au rang q, pour un certain q strictement plus petit que n, et l'on se donne un ensemble fini x de cardinal q plus 1. Comme pour la preuve précédente, on va fixer un élément, disons alpha, dans grand X,
À chaque injection f de x vers y, on peut associer sa restriction à x privé de alpha, qui est toujours injective bien sûr. Ceci permet de définir une application que je noterai psi de l'ensemble des injections de x vers y vers l'ensemble des injections de x privé de alpha vers y. Étant donné une injection petit g de x privé de alpha vers y, il existe n-q façons de la prolonger en une injection de x vers y. En effet, il faut attribuer une image à alpha, ce qui peut se faire de n-q manières, puisqu'on doit simplement éviter de choisir un élément de y possédant déjà un antécédent par g. Bref, toute injection de x privé de alpha vers y possède n-q antécédent par psi. On se retrouve donc à nouveau en position d'invoquer le lemme de Berger, ce qui donne cette formule. Et donc, d'après l'hypothèse de récurrence, le cardinal de l'ensemble des injections de x vers y est égal à n-q que multiplie la factorielle de n divisée par la factorielle de n-q. C'est-à-dire, après simplification, factorielle n divisé par la factorielle de n moins, entre parenthèses, q plus 1, ce qui établit le résultat annoncé. Signalons le cas particulier des permutations d'un ensemble fini, c'est-à-dire des bijections d'un tel ensemble vers lui-même. En prenant y égale x dans ce qui précède, et donc bien sûr q égale n, on voit que si x est de cardinal n, alors il existe en tout factoriel n permutations. Leur ensemble, noté comme ceci, est très important en algèbre. C'est notamment un groupe, pour la loi Ron, appelé groupe symétrique de x. Et il n'y a pas de théorie des groupes sans une étude approfondie de ces objets. Mais ceci est une autre histoire. Passons maintenant à la question 4. Je vous propose de terminer cette petite promenade combinatoire en considérant l'ensemble grand X des entiers de 1 à Q et l'ensemble grand Y des entiers de 1 à N pour deux antinaturels non nuls, Q et N. On s'intéresse aux applications strictement croissantes de X vers Y. Je ne connais pas de notation officielle pour désigner leur ensemble, et je propose de le noter comme ceci, pourquoi pas, SCR comme strictement croissante. On cherche donc à déterminer la valeur du cardinal de cet ensemble. Bien sûr, ce cardinal vaut exactement 0 si Q est strictement plus grand que N, puisqu'une application strictement croissante doit en particulier être injective. Supposons donc Q inférieur ou égal à N. L'idée principale est que, pour connaître une application strictement croissante de X vers Y, il suffit de savoir quels sont les Q éléments de Y qui sont atteints, car en raison de la stricte croissance, on saura ainsi qui est l'image de qui. Le plus petit sera fatalement l'image de 1, celui juste au-dessus sera l'image de 2, et ainsi de suite jusqu'au plus grand, qui sera nécessairement l'image de Q. Autrement dit, on définit une bijection en associant à chaque application f strictement croissant de x vers y l'image directe de x par f. Et il s'ensuit que le nombre d'applications strictement croissantes de x vers y est égal au nombre de parties de y qui sont de cardinal q. Or, ce nombre est connu, c'est q parmi n par définition, ou encore factoriel n divisé par le produit des factoriels de q et de n moins q. Résumons. Si E est de cardinal n, alors E possède 2 puissance n parties. Si x et y sont finis, de cardinaux respectifs q et n, alors il existe n puissance q applications de x vers y. Le nombre d'injections de x vers y est nul si q est strictement plus grand que n, égal à factoriel n sur factoriel n moins q, dans le cas contraire. Enfin, si x et y sont totalement ordonnés, alors le nombre d'applications strictement croissantes de x vers y est nul si q est strictement plus grand que n, et sinon égal à q parmi n. Encore une remarque. Il est possible d'utiliser la question 2 pour traiter la question 1, autrement dit de dénombrer les parties d'un ensemble fini en se servant de la formule donnant le nombre d'applications. De manière précise, étant donné un ensemble X, on peut envisager l'application que je note θ de l'ensemble des parties de X vers l'ensemble des applications de X dans 0,1, qui à toute partie de X associe ce qu'on appelle sa fonction indicatrice. Je rappelle que si A est une partie de X, alors la fonction indicatrice de A est simplement l'application qui va de grand X dans la paire 0,1, qui à chaque élément petit x fait correspondre 1 si X est dans A, 0 sinon. Il n'est pas difficile de prouver que θ est une bijection. Maintenant, si X est fini et de cardinal n, on sait que cet ensemble est de cardinal 2 puissance n. Et on en déduit que P de X est également de cardinal 2 puissance n. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment ces 4 formules de combinatoire peuvent être démontrées et de quelle façon elles sont liées entre elles.
Dans une prochaine vidéo, nous verrons des exemples d'utilisation de ces outils sous la forme d'exercices résolus. En attendant, n'oubliez pas de vous manifester dans les commentaires et de cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé ce contenu. Et à l'occasion, venez faire un petit tour sur le blog MathOS afin de profiter des ressources mathématiques qui s'y trouvent et dont le volume s'accroît régulièrement.